L'histoire de la Corée, c'est avant tout l'histoire d'une petite nation qui a dû apprendre, siècle après siècle, à se faufiler entre des puissances bien plus grandes et bien plus redoutables qu'elle. La Chine, la Russie, l'Union soviétique, le Japon, les États-Unis, autant de colosses qui ont, chacun à leur tour, pesé de tout leur poids sur le destin coréen. La Corée n'a jamais été le centre du monde, mais elle a très souvent été le centre des conflits entre ces grandes puissances. Et c'est précisément ce que nous allons explorer. Comment deux pays nés d'une même histoire, partageant la même langue, la même culture, les mêmes racines, ont fini par emprunter des chemins radicalement opposés. Nous parlerons de politique et d'économie, de propagande et de questions sociales, de guerre et de géopolitique. Et bien sûr, de K-pop. Mais pour comprendre ce que sont devenus la Corée du Nord et la Corée du Sud aujourd'hui, il faut remonter aux origines. Il faut comprendre comment ces deux pays ont été créés. Et pour cela, il faut commencer en 1895. Cette date n'est pas choisie au hasard. Elle marque un tournant décisif dans l'histoire de toute l'Asie orientale. Pendant des millénaires, l'Asie de l'Est a été dominée par la Chine. Une domination sans partage, fondée sur une population immense, une puissance militaire redoutable, des produits et des technologies sans équivalent, et un système éducatif et bureaucratique d'une efficacité remarquable. Mais là où la plupart des grandes puissances de l'histoire ont choisi la conquête et la colonisation pour asseoir leur domination, la Chine, elle, a opté pour un système bien particulier, celui des États tributaires. Le Japon, le Cambodge, la Malaisie, le Népal, Sri Lanka, le Tibet, le royaume des Ryukyu et bien sûr la Corée. Tous ces pays, et bien d'autres encore, versaient tribut à la Chine. Une Chine si puissante que, pendant des centaines d'années, aucun autre pays sur Terre ne pouvait seulement prétendre rivaliser avec elle sur les plans industriels, économiques et politiques. Mais la Corée n'était pas un État tributaire comme les autres. Elle avait adopté la forme de gouvernance chinoise, la religion chinoise du confucianisme, et s'était fermée au monde extérieur, exactement comme la Chine l'avait fait. La Corée avait intégré la façon de faire des Chinois à un point tel qu'elle en était parfois meilleure que les Chinois eux-mêmes. C'était une relation unique, presque fusionnelle, entre deux civilisations. Sauf que ce que personne ne voyait clairement à l'époque, c'est que la Chine était en train de décliner. Un déclin lent, si lent en réalité que personne ne s'en rendit compte pendant des siècles. Car vers 1500, les premiers Européens contournèrent l'Afrique et établirent des contacts avec les États tributaires de la Chine. Au premier abord, cela ne semblait pas particulièrement préoccupant. Mais les Portugais s'installèrent, fondèrent des colonies et commencèrent à rogner l'influence chinoise. D'autres Européens suivirent rapidement, les Hollandais, les Espagnols, les Britanniques, les Français. Chacun s'empara d'un État tributaire, chacun arracha un peu plus de terrain à la sphère d'influence chinoise. Et avec chaque nouvelle colonie, la Chine perdait un vassal. Jusqu'à ce que, en 1839, la première guerre de l'opium éclate et que la Chine elle-même soit attaquée par les puissances européennes. Pourtant, il existait un État tributaire que tout cela avait épargné, la Corée. Pendant que Sri Lanka tombait aux mains des Britanniques, le Vietnam aux mains des Français et que les ports chinois étaient partagés entre diverses puissances européennes, la Corée n'avait eu à faire face qu'à de brèves escarmouches avec la France, les États-Unis et le Japon. Rien de majeur. La Corée restait une marionnette de la Chine, à l'abri dans son isolement. Et puis tout changea. Le Japon entra en scène. La première guerre sino-japonaise opposa la dynastie Qing de Chine à l'Empire du Japon entre 1884 et 1895. 40 ans plus tôt à peine, le Japon ressemblait à la Chine et à la Corée. Il s'était lui aussi fermé au reste du monde jusqu'à ce que les États-Unis le contraignent à s'ouvrir. Mais depuis, le Japon avait entrepris une modernisation fulgurante, une industrie moderne, un gouvernement moderne, une armée moderne. Et cette armée moderne fut victorieuse. Le résultat fut immédiat et sans appel. La puissance dominante en Asie de l'Est passa de la Chine au Japon. Et la Corée fut entraînée dans ce basculement, qu'elle le veuille ou non. Après plus de 1000 ans de vassalité envers la Chine,
la Corée se retrouvait soudain pays indépendant. Non pas parce qu'elle avait cherché cette indépendance, non pas parce qu'elle l'avait conquise, mais parce que les Japonais la lui avaient imposée. C'est pourquoi 1895 est une date si fondamentale dans l'histoire coréenne. C'est l'année où la Corée cessa d'être un État tributaire de la Chine, replié sur lui-même, et devint une Corée indépendante. Une Corée indépendante, certes, mais entourée de voisins infiniment plus puissants qu'elle. Elle allait devoir apprendre à naviguer entre ces puissances pour assurer sa propre survie. Et cette situation, être encerclée par des pays bien plus forts, reste vraie encore aujourd'hui. L'Union soviétique, la République populaire de Chine, le Japon, les États-Unis, ces pays sont ou ont été parmi les plus puissants du monde, et tous ont des intérêts dans les affaires coréennes. Cette Corée nouvellement indépendante faisait face à des défis immenses. À l'ouest, une Chine en déclin. Au nord, une Russie galvanisée qui cherchait à étendre son influence en Asie orientale. À l'est, l'Empire du Japon, lui-même encerclé par des empires européens plus puissants et plus avancés, et cherchant désespérément à sécuriser son indépendance face à des puissances coloniales qui se rapprochaient dangereusement. Chacune de ces nations était bien plus grande, bien plus avancée et bien plus puissante que la Corée. Alors que fit la Corée ? Elle décida de se moderniser et de s'occidentaliser, en prenant le Japon comme modèle. La Corée réorganisa son armée selon les standards occidentaux, avec un entraînement moderne et des armes reçues de Russie. Elle améliora son système éducatif en ouvrant des écoles publiques, des collèges et des universités. D'ailleurs, plusieurs universités qui existent encore en Corée aujourd'hui furent fondées pendant cette période de l'Empire coréen. Le gouvernement encouragea l'industrialisation en investissant dans de nouvelles machines, notamment des métiers à tisser et à filer la soie à faible coût, qui lui permettaient de concurrencer la production étrangère bien plus coûteuse et de dégager des bénéfices substantiels en exportant de la soie bon marché vers les nations riches. Le pays se dota de nouvelles infrastructures, tramways électriques, compagnies des eaux, lignes téléphoniques, réseaux électriques. Le gouvernement lui-même chercha à s'occidentaliser, jusqu'à la famille royale qui revêtit les habits des monarques occidentaux pour mieux les imiter. En 1897, le pays changea même de nom. Depuis des siècles, la nation qui occupait la péninsule coréenne s'appelait Joseon. Elle devint l'Empire coréen. La Corée s'éloignait de la Chine et se rapprochait de la Russie. Elle espérait que la Russie pourrait non seulement l'aider à s'industrialiser, mais aussi garantir son indépendance. Mais pourquoi la Corée cherchait-elle à se rapprocher de la Russie après avoir justement gagné son indépendance vis-à-vis de la Chine ? La raison est simple et glaçante. Le Japon avait discuté d'une invasion de la Corée depuis des décennies. En réalité, le Japon avait déjà décidé qu'il envahirait la Corée. La seule question était de savoir quand. Le Japon soutenait que la Corée était une nation inférieure, qui avait échoué à se moderniser et qui méritait donc d'être conquise par la nation japonaise jugée supérieure. Un point de vue tout à fait comparable à celui que les nations européennes portaient sur les peuples d'Afrique et d'Asie à la même époque. Alors, avec la Russie et le Japon qui se disputaient tous deux le contrôle de la Corée pour étendre leur influence en Asie orientale, les deux puissances s'affrontèrent dans une guerre en 1904, que le Japon remporta. Conséquence directe, la Corée fut contrainte de devenir un protectorat japonais en 1905. Trop faible pour résister, elle ne put tenir. Et en 1910, la Corée devint officiellement une colonie de l'Empire du Japon. La période de l'histoire pendant laquelle la Chine perdit sa position de puissance dominante en Asie orientale est connue sous le nom de « En Chine, on parle de siècle d'humiliation ». Mais la Corée, elle n'a pas été humiliée. Elle a été utilisée, maltraitée et réduite à l'état de colonie. Car c'est exactement ce que le Japon a fait de la péninsule coréenne, une colonie à exploiter. Et qui dit colonisation à la japonaise, dit civilisation imposée, autrement dit, l'effacement pur et simple de tout ce qui était coréen au profit de tout ce qui était japonais. La langue coréenne fut bannie, les coutumes coréennes furent interdites, les traditions coréennes furent effacées. À la place, le japonais, les usages japonais et l'identité japonaise.
Les Coréens furent même contraints d'abandonner leur nom de famille et leur prénom coréen pour adopter des noms japonais. Pas une simple formalité administrative, une tentative délibérée d'arracher aux gens jusqu'à leur identité la plus intime. La main-d'œuvre coréenne fut exploitée pour extraire les ressources naturelles du pays. Les infrastructures, routes, voies ferrées et ports furent construites par des Coréens, mais pour une seule et unique raison, acheminer ces ressources vers le Japon. Là-bas, elles étaient transformées en produits destinés à la consommation japonaise ou à renforcer encore davantage le contrôle du Japon sur la Corée et le reste de l'Asie de l'Est. Certes, certains indicateurs s'améliorèrent sous l'occupation. Le taux d'alphabétisation progressa, des usines furent construites, les infrastructures se développèrent. Mais ces améliorations allaient de pair avec un régime d'une brutalité telle qu'il fut finalement reconnu comme constitutif de crimes de guerre lors du procès de Tokyo. L'un des exemples les plus frappants et les plus bouleversants de cette brutalité fut l'établissement d'agences qui attiraient des femmes et des jeunes filles, parfois des adolescentes, en leur promettant de meilleures conditions de travail ou des opportunités d'éducation. Ce n'était qu'un mensonge. Une fois arrivées, ces femmes étaient réduites en esclavage, envoyées aux quatre coins de l'Empire japonais pour accomplir des services intimes, livrées au bon vouloir des hommes japonais, sans aucune possibilité de refuser, sans aucun recours, sans aucune voix. Les conséquences de l'occupation japonaise sur la Corée furent si profondes, si dévastatrices, que lorsque le Japon perdit la Seconde Guerre mondiale et dut mettre fin à son occupation, les Coréens se retrouvèrent dans une situation presque impossible. Il manquait pratiquement de toute expertise administrative et technique pour gouverner leur propre pays. La raison en est simple et cruelle à la fois. L'Empire japonais avait presque exclusivement confié les postes d'administration de sa colonie coréenne à des citoyens japonais. Résultat, il ne restait pour ainsi dire plus aucun Coréen ayant une expérience concrète de la direction d'un État. Nous sommes donc en 1945. Les Japonais partent. Mais pendant qu'ils partent, l'armée soviétique arrive. Et une fois de plus, la Corée se retrouve au centre d'un affrontement entre puissances bien plus grandes et bien plus puissantes qu'elle. Cette fois, ce sont l'Union soviétique d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre. La guerre froide commence, et dans cette guerre-là, les armes principales ne sont pas les fusils. Ce sont les idéologies et les guerres par procuration. L'Union soviétique et ses alliés se tournent vers le communisme de style soviétique, tandis que les États-Unis et leurs alliés défendent le capitalisme. Et chacun des deux camps veut la Corée, pour sa position stratégique en Asie de l'Est. Les États-Unis craignent que les Soviétiques n'occupent l'intégralité de la péninsule coréenne. Ils confient alors à deux jeunes officiers la mission de proposer un plan pour diviser la Corée entre les deux grandes puissances. Sans grande connaissance de la Corée, sans consulter le moindre expert sur la région, ces deux hommes saisissent une carte du National Geographic et repèrent une ligne tracée sur cette carte, le 38e parallèle. Ils décident que cette ligne constitue une bonne façon de diviser le territoire coréen en deux parties à peu près égales. Et là, à la surprise totale des États-Unis, les Soviétiques acceptent immédiatement la division, sans la moindre hésitation. Ce que les Américains ignoraient, c'est que l'Empire russe avait déjà discuté, bien des années auparavant, d'un partage de la Corée selon exactement cette même ligne avec le Japon. Les États-Unis venaient, sans le savoir, d'offrir aux Soviétiques précisément ce qu'ils voulaient depuis toujours. Ainsi, après plus de 1000 ans d'une péninsule coréenne unifiée, le pays fut déchiré en deux, d'un côté la zone soviétique, de l'autre la zone américaine. Ce partage devait, en théorie, durer 5 ans. Au terme de ces 5 années, la Corée devait être rendue à ses habitants, réunifiée, souveraine, un peu comme l'Autriche, divisée puis réunifiée après la Seconde Guerre mondiale. La grande majorité des Coréens exigeaient une indépendance immédiate. Leurs voix furent ignorées. L'Union soviétique et les États-Unis se réunirent à plusieurs reprises pour discuter de la manière dont la Corée serait réunifiée. Les Soviétiques proposèrent Liu Wun-yang comme dirigeant d'une Corée unifiée. Ce fut rejeté par les États-Unis. Les Soviétiques proposèrent que les deux camps se retirent et laissent le peuple coréen former lui-même son propre gouvernement unifié. Ce fut également rejeté par les États-Unis.
Les Américains portèrent alors le problème devant l'Organisation des Nations Unies, qui déclara que les deux parties devaient se retirer et organiser des élections libres. Mais les Soviétiques boycottèrent cette résolution, arguant que l'Organisation des Nations Unies ne pouvait pas garantir la tenue d'élections équitables. Au fil du temps, les deux zones divergèrent de plus en plus, et chacune des deux puissances finit par établir un gouvernement national distinct dans le territoire qu'elles contrôlèrent. Au nord, un gouvernement provisoire fut créé par l'Union soviétique en 1946, sous la direction de Kim Il-sung. Il fut choisi par les soviétiques pour diriger la Corée du Nord en raison de ses liens étroits avec le gouvernement soviétique. Il faut noter, lorsqu'on parle de la Corée du Nord, que les informations disponibles sur ce pays sont extrêmement limitées. Et plus on se rapproche du temps présent, moins ces informations sont accessibles. Le narrateur cherche à être aussi précis que possible, et si des Coréens du Nord se trouvent parmi les auditeurs et disposent d'un meilleur accès à ces informations, toute correction ou tout complément est le bienvenu. La Corée du Nord fut confrontée à bon nombre des mêmes défis que les entités coréennes qui l'avaient précédée. Elle était encerclée par la puissante Union soviétique au nord et par les puissants États-Unis au sud. Elle devait donc devenir un État client utile pour l'Union soviétique et elle adopta rapidement un mode de gouvernance de style soviétique. Des réformes agraires furent instaurées. Les terres appartenant aux citoyens japonais, aux collaborateurs coréens et aux propriétaires terriens furent redistribuées aux paysans pauvres. L'État prit le contrôle de nombreuses entreprises. Les femmes obtinrent une égalité plus grande face aux hommes. Ces réformes eurent un effet immédiat. Les élites perdirent l'essentiel de leur pouvoir. Beaucoup de ces collaborateurs, de Japonais et de membres des anciennes élites, prirent la fuite vers le sud. Et tout comme en Union soviétique, la Corée du Nord élimina l'opposition intérieure et instaura un régime à parti unique, le Parti des travailleurs de Corée, seule formation politique autorisée. Kim Il-sung devint progressivement le dirigeant absolu du pays. Pour empêcher le peuple de se révolter, un véritable culte de la personnalité fut construit autour de lui et de sa lignée. Dans le sud, ce sont les États-Unis qui prirent en charge la gouvernance de la région. Il existait pourtant un gouvernement coréen en exil, réfugié en Chine, qui envoya une délégation pour rencontrer les forces d'occupation américaines. Mais le général américain en charge refusa de les recevoir, refusa de les reconnaître, et le 12 décembre 1945 déclara hors la loi ce gouvernement coréen légitime. L'occupation américaine suscita rapidement des résistances. En 1946, les Coréens commencèrent à se soulever contre la présence américaine sur leur sol. Mais la puissance du peuple ne put résister à celle de l'armée américaine. Ces soulèvements furent réprimés dans le sang, coûtant la vie à entre 30 000 et 100 000 personnes. Au fil du temps, un homme nommé Syngman-rhee s'imposa comme figure populaire dans le Sud. Farouchement anticommuniste, il avait été le premier président du gouvernement provisoire, désormais mis hors la loi, et avait longtemps travaillé comme lobbyiste pro-coréen aux États-Unis. Ce parcours lui valait à la fois la sympathie des Coréens et la bienveillance des Américains. Lorsqu'il devint évident que la réunification de la Corée n'aurait pas lieu, les États-Unis appelèrent à l'organisation d'élections générales en Corée du Sud, prévues pour 1948. Ce fut un choc pour les Coréens, qui comprirent alors que leurs occupants américains avaient définitivement abandonné le projet d'une Corée unifiée. Une nouvelle vague de protestations et de rébellions déferla sur tout le pays. Mais là encore, elles ne purent résister à la puissance combinée des armées sud-coréennes et américaines. Et à nouveau, des dizaines de milliers de Coréens périrent pour le rêve d'une patrie unifiée. Finalement, les élections eurent lieu en Corée du Sud le 10 mai, et Syngman-rhee remporta le scrutin. 3 mois plus tard, le 15 août, les États-Unis remirent le pouvoir au gouvernement sud-coréen qui se proclama officiellement République de Corée. 3 semaines après, la Corée du Nord fit de même et se proclama officiellement, et c'est ainsi qu'en 1948, les armées soviétiques et américaines se retirèrent toutes deux de la péninsule coréenne. Pour la première fois en 38 ans, les Coréens gouvernaient à nouveau leur propre pays. Mais la Corée du Nord se heurtait immédiatement à 2 problèmes majeurs. 2 problèmes qu'elle n'a, d'ailleurs, toujours pas résolus à ce jour. Le premier, c'est la nourriture. Le sol nord-coréen est tout simplement peu propice à l'agriculture.
Lorsque les Japonais contrôlaient la péninsule, ils avaient concentré la quasi-totalité des terres agricoles dans le sud, là où la terre était plus fertile, et installé la majorité des usines et des industries dans le nord, qui regorgeaient davantage de ressources naturelles. Ce découpage pragmatique laissait la Corée du Nord avec un territoire difficile à cultiver et structurellement dépendant des importations alimentaires. Le second problème, c'est l'existence d'un rival direct, et pas n'importe lequel, soutenu par l'une des nations les plus puissantes du monde. Car si la Corée du Sud venait à prospérer, cela enverrait un message dévastateur à toute la population coréenne. Le capitalisme sud-coréen serait manifestement plus efficace que le communisme nord-coréen. Une telle démonstration risquait d'alimenter l'instabilité intérieure, voire de conduire à une annexion pure et simple de la Corée du Nord par le Sud. Et cette crainte n'était pas infondée. Quelque chose d'analogue allait d'ailleurs se produire entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest dans les années 1990. Alors, comment la Corée du Nord tenta-t-elle de résoudre ce dilemme ? En faisant ce que les entités coréennes avaient toujours fait au fil des siècles, s'allier à des puissances plus grandes qu'elle. La Corée du Nord resta un allié indéfectible de l'Union soviétique. Et peu après, la Chine continentale bascula elle aussi dans le camp communiste, offrant à Pyongyang deux grandes nations sur lesquelles s'appuyer. Fort de ses soutiens, le régime nord-coréen sollicita l'aide de ses alliés pour envahir le Sud. L'objectif était triple: éliminer le rival capitaliste, chasser l'influence américaine de la péninsule et surtout mettre la main sur ces terres fertiles du Sud, capables de nourrir durablement sa population. C'est ainsi que le 25 juin 1950 éclata la guerre de Corée. Je ne vais pas entrer dans les détails tactiques et militaires de ce conflit, ce n'est pas l'objet de cet épisode. En résumé, la Corée du Nord remporta d'abord des succès importants et s'empara de la majeure partie du territoire sudiste. Puis, les alliés de la Corée du Sud, avec les États-Unis en tête, déployèrent leurs troupes, repoussèrent les forces nord-coréennes et avancèrent si loin qu'ils atteignirent presque la frontière chinoise. À ce moment-là, la Chine fit entrer quelques 500 000 soldats dans le conflit pour soutenir Pyongyang. Les lignes de front se stabilisèrent alors à peu près là où elles se trouvaient avant la guerre. De 1951 à 1953, les deux camps continuèrent à se battre dans une guerre d'usure, sans que la situation territoriale ne change fondamentalement. En 1953, le nouveau gouvernement soviétique, fraîchement installé après un changement de direction, se montra favorable à un cessez-le-feu. 3 ans après le début des hostilités, la guerre de Corée prit fin sur un armistice. Une fois encore, les deux Corées devaient leur survie à leurs alliés respectifs. Et une chose était désormais claire pour tout le monde: la Corée ne serait pas réunifiée. Pas de sitôt en tout cas. Dans le cadre du traité de paix, une zone démilitarisée fut établie entre les deux pays. Et pour ne pas vous laisser complètement abattu par la suite de ce récit, sachez que cette zone recèle quelque chose de fascinant sur le plan écologique. Bien qu'elle soit l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les êtres humains, cette bande de territoire est en réalité devenue la réserve naturelle la mieux protégée de l'histoire de l'humanité, non pas par volonté de préservation, mais par l'effet paradoxal de l'interdiction totale d'y circuler. On y trouve une mosaïque d'écosystèmes, forêts, estuaires, zones humides. Des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs y font escale, dont la grue à nuque blanche et la grue à couronne rouge, toutes deux menacées d'extinction. Des dizaines d'espèces de poissons y prospèrent, ainsi que des ours noirs d'Asie, des lynx et de nombreux autres mammifères. La guerre a, par accident, créé un sanctuaire sauvage extraordinaire. Mais revenons à nos affaires, moins réjouissantes. Dans l'immédiate après-guerre, la Corée du Nord dépendait largement du soutien des nations communistes alliées. Aide alimentaire, assistance technique, appui militaire, autant de ressources indispensables pour reconstruire un pays dévasté. Mais le régime embrassa bientôt une idéologie qui allait marquer profondément toute son histoire, le Juche. Si ce mot ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. Nos éducations sont souvent très eurocentrées. Le Juche est une idéologie fondée sur l'autodétermination et l'autosuffisance. Concrètement, plutôt que d'importer des denrées alimentaires ou des biens de consommation, la Corée du Nord chercherait à les produire elle-même, à couvrir par ses propres moyens le plus grand nombre possible de besoins économiques,
afin de ne dépendre d'aucune autre nation. Le communisme de style soviétique qu'avait adopté la Corée du Nord s'accorde bien avec cette logique, car le modèle soviétique reposait sur une économie planifiée et dirigée par l'État, une économie de commandement. En théorie, le peuple possède les moyens de production. Dans la réalité, c'est le gouvernement qui contrôlait tout, les usines, les fermes, les commerces. Fort de cette emprise totale sur l'économie, le gouvernement nord-coréen pouvait mettre en œuvre sa politique du Juche. Sur le papier, l'idée a une certaine cohérence, mais dans la pratique, ce type de politique économique est généralement désastreux. Vouloir tout produire soi-même, c'est s'imposer une inefficacité structurelle. Il est bien plus rationnel de se spécialiser dans ce que l'on fait le mieux, puis d'échanger ses biens et services contre ceux dont on a besoin. La Corée du Nord, par exemple, disposait de ressources minérales considérables qu'elle aurait pu commercialiser pour se procurer des denrées alimentaires, précisément ce qui lui faisait défaut. Mais pour comprendre pourquoi Pyongyang fit ce choix apparemment irrationnel, il faut replonger dans l'histoire coréenne. Pendant plus de 1000 ans, la Corée s'était appuyée sur la Chine, et lorsque la Chine avait été défaite, la Corée avait été entraînée dans sa chute. Puis elle s'était tournée vers l'Empire russe, et lorsque celui-ci fut vaincu à son tour, la Corée s'était retrouvée colonisée. La leçon que la Corée du Nord avait tirée de cette longue histoire était limpide. Dépendre des autres nations rendait la Corée vulnérable. Dans ce contexte historique, la logique de l'isolement et de l'autosuffisance prend tout son sens, même si ses conséquences furent dramatiques pour la population. Cette tendance à adopter plus radicalement encore l'idéologie de la grande puissance à laquelle elle s'alliait n'avait d'ailleurs rien de nouveau pour la Corée. On l'avait déjà vu à l'époque où la Corée gravitait dans l'orbite chinoise. Elle était alors plus confucéenne que la Chine elle-même. Et maintenant qu'elle s'alignait sur l'Union soviétique, elle était plus communiste que les soviétiques. Mais qu'en était-il de la Corée du Sud ? Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la Corée du Sud ressemblait à bien des égards à sa voisine du Nord dans les années qui suivirent la guerre. Ses citoyens ne pouvaient pas voyager à l'étranger sans autorisation gouvernementale. La pauvreté y était endémique. La corruption, massive. Les massacres politiques, réels. Le pays dépendait de l'aide financière étrangère pour survivre. Et si des élections existaient officiellement, dans les faits, le régime fonctionnait comme une dictature. Dans les années qui suivirent la guerre de Corée, le gouvernement sudiste était surtout préoccupé par le maintien de son propre pouvoir, en écrasant toute opposition. Mais en 1960, la Corée du Sud explosa en manifestations massives, déclenchées par des élections massivement truquées et la corruption généralisée du régime. Après que la police blessa des manifestants, le président fut contraint à la démission. Et en 1962, un coup d'État militaire porta un nouveau gouvernement au pouvoir, dirigé par un homme du nom de Park Geun-hye. Ce nouveau gouvernement se trouvait face à deux défis simultanés. D'un côté, une corruption intérieure profondément enracinée, de l'autre, une population qui protestait dans les rues. Et la menace nord-coréenne aggravait tout. Car si une Corée du Nord communiste apparaissait comme la meilleure des deux Corées, la population pourrait réclamer une réunification sous bannière communiste. Il fallait donc impérativement démontrer aux Coréens que la vie au Sud valait mieux que la vie au Nord. Et la manière dont ce nouveau gouvernement entendait l'apporter, cette preuve, c'était simple. Rendre la Corée du Sud infiniment plus riche que la Corée du Nord. Dans ces premières années, l'économie sud-coréenne reposait largement sur l'exportation de ressources brutes et de produits manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre, du tungstène, du poisson, des vêtements bon marché. Des activités peu lucratives qui ne pouvaient pas financer à elles seules le bond en avant dont le pays avait besoin. Alors quelle stratégie adopter pour transformer en quelques décennies un pays pauvre en nation prospère ? Aujourd'hui, le monde ne manque pas d'exemples de pays qui ont accompli précisément ce chemin, passant de la misère à la richesse en l'espace de quelques générations à peine. Pour comprendre le miracle économique sud-coréen, il faut d'abord regarder le monde tel qu'il était à l'aube des années 60. On pouvait bien sûr observer le Vietnam, Singapour, la Chine, Taïwan, la Grèce ou même la Corée du Sud elle-même,
Autant de pays qui connaissaient ou allaient connaître une croissance économique fulgurante. Mais en 1960, il n'existait qu'un seul pays au monde qui avait réussi à passer du statut de nation pauvre à celui de nation riche en quelques décennies seulement. Le Japon. L'économie japonaise tournait alors à environ 10% de croissance par an, et le pays avait déjà réussi, avant même la Seconde Guerre mondiale, à transformer une économie féodale en économie développée en l'espace de quelques générations. C'est donc tout naturellement que la Corée du Sud décida une fois de plus de s'inspirer de son voisin plus grand et plus puissant. Elle allait adopter le capitalisme d'État à la japonaise. Et tout comme la Corée du Nord était devenue plus communiste que les soviétiques eux-mêmes, la Corée du Sud allait devenir plus capitaliste d'État que le Japon ne l'avait jamais été. Mais qu'est-ce que le capitalisme d'État concrètement ? Dans le cas coréen, il reposait sur ce qu'on appelle la planification indicative. Ce système consiste pour un gouvernement à fixer de grands objectifs à atteindre pour une économie de marché. Des investissements dans certaines industries, des cibles à l'exportation, le développement des infrastructures et ainsi de suite. Puis à travailler main dans la main avec les entreprises privées pour les atteindre. La Corée du Sud commença par identifier et soutenir des entreprises qui allaient devenir les véritables symboles de son économie. Et en particulier, le gouvernement décida de miser sur les entreprises familiales. Pourquoi ? Parce qu'elles possèdent un avantage considérable sur les autres, la longévité. Quand une entreprise appartient à des actionnaires, ceux-ci se moquent bien de savoir si elle existera encore dans 100 ans. Ce qui les intéresse, c'est le profit à court terme. En revanche, si vous savez que vos enfants et vos petits-enfants vont hériter de cette entreprise après votre retraite, vous faites tout pour qu'elle soit solide et prospère sur le long terme. Ce système de promotion des entreprises familiales en Corée du Sud porte un nom, le chaebol, qui signifie littéralement « famille riche ». Mais comment le gouvernement allait-il s'assurer que ces entreprises vedettes réussiraient ? La réponse est simple, par tous les moyens. Le gouvernement sud-coréen leur facilitait l'obtention de permis, interdisait aux concurrents étrangers d'entrer sur le marché coréen et leur fournissait des sommes colossales d'argent pour garantir leur succès. À l'époque, toutes les banques de Corée du Sud appartenaient à l'État, ce qui signifiait que le gouvernement avait accès à l'ensemble de l'épargne du pays. Il utilisait ensuite cet argent pour investir massivement dans ses entreprises choisies. Mais en échange de ces investissements quasi illimités, le gouvernement leur dictait dans quel secteur elles devaient opérer. Et la Corée du Sud ne faisait pas dans la demi-mesure. Quelques exemples concrets illustrent parfaitement cette brutalité assumée. Dans les années 60, le gouvernement sud-coréen interdit purement et simplement au groupe LG de s'aventurer dans le secteur textile et le força à se lancer dans la fabrication de câbles électriques. Ce choix forcé est à l'origine de l'électronique mondialement connue que LG produit aujourd'hui. En 1970, le gouvernement fit pression sur le groupe Hyundai pour qu'il crée une entreprise de construction navale. Quand Hyundai refusa, le président de la République menaça le groupe de le pousser à la faillite. Aujourd'hui, la division navale d'Hyundai est l'une des plus grandes au monde. Enfin, dans les années 60, le gouvernement voulait construire une aciérie. Problème, la Corée du Sud ne produisait ni minerai de fer, ni charbon à coke, deux ingrédients indispensables à la fabrication de l'acier moderne. Étant un pays capitaliste, elle ne pouvait pas importer ses matières premières depuis la Chine communiste ou l'Union soviétique et devait donc les faire venir depuis l'Australie et l'Amérique du Nord. Les investisseurs trouvèrent l'idée absurde et aucun ne voulut mettre un sou dans ce projet, sauf un. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon avait dû verser des réparations de guerre à la Corée du Sud en compensation de 35 ans de colonisation. La Corée utilisa cet argent pour financer la construction de son aciérie, qui entra en production en 1973. Elle connut un succès tel qu'elle figure aujourd'hui parmi les plus grands producteurs d'acier au monde. Ces exemples ne sont pas des cas isolés. Le gouvernement menaçait régulièrement de couper les robinets du financement public, voire d'envoyer la police secrète pour convaincre les patrons récalcitrants de faire ce qu'on leur demandait. Avec le temps, ces grandes familles chaebol étendirent leurs activités à des domaines extrêmement variés. L'exemple le plus célèbre reste Samsung. Cette entreprise sud-coréenne est présente dans les smartphones, les fours, les téléviseurs, la biotechnologie, les batteries
et fabrique même des appareils d'échographie. Autrement dit, il est tout à fait possible que votre toute première photo ait été prise avec un appareil à ultrasons Samsung. Mais enrichir des grandes familles ne signifiait pas forcément enrichir le citoyen ordinaire. Le gouvernement mit donc en place toute une série de politiques pour s'assurer que les profits engrangés par les grandes corporations seraient réinvestis dans la population. Il subventionna les engrais pour améliorer les rendements agricoles et augmenter les revenus des paysans, lança d'immenses programmes de logements sociaux, développa des mécanismes de redistribution des richesses, construisit de nouvelles écoles et universités et mit l'accent sur la formation professionnelle. Mais soyons honnêtes, tout cela n'était pas fait par altruisme, loin de là. Les dirigeants craignaient surtout qu'une trop forte inégalité des revenus ne finisse par provoquer une révolution communiste en Corée du Sud. Tout au long de son histoire économique, le gouvernement sud-coréen fut le principal moteur de la croissance, même si bon nombre de ses projets étaient jugés irréalistes, inefficaces ou tout simplement absurdes par les observateurs extérieurs. Il les réalisa quand même et obtint des résultats que personne n'aurait osé imaginer. Ce modèle de gestion économique fut tellement performant que le revenu moyen par habitant augmenta d'environ 6 à 7% par an entre les années 60 et les années 90. Pour vous donner un point de comparaison, à la même époque, ce taux était d'environ 3,5 à 4% en Europe occidentale. Cette croissance exceptionnelle reçut un nom qui est passé à la postérité, le miracle du fleuve Han ou le miracle sud-coréen. Aujourd'hui, la Corée du Sud est perçue comme le modèle coréen par excellence, la Corée où il fait bon vivre. Mais dans les années 60, la Corée du Nord était un véritable rival dans la course à l'hégémonie coréenne. Et pour cause. L'économie nord-coréenne, dans les années qui suivirent la guerre de Corée, affichait de meilleures performances que celle de son voisin du Sud. En grande partie parce que la Corée du Nord possédait presque tout ce dont elle avait besoin à l'intérieur de ses propres frontières pour bâtir une industrie. Elle était riche en magnésites, en zinc, en fer, en tungstène, en anthracite et en or. Elle disposait d'un grand nombre d'usines capables de transformer ces matières premières en produits finis, et elle avait suffisamment de charbon et de forêt pour produire l'électricité nécessaire à ses usines et à sa population. Avec le temps, l'économie nord-coréenne s'imbriqua de plus en plus étroitement avec l'appareil militaire. De nombreux secteurs industriels, infrastructures, construction, logistique, passèrent sous contrôle de l'armée. En Corée du Nord, les jeunes peuvent s'engager dans l'armée dès l'âge de 17 ans, et la quasi-totalité des hommes rejoignent les rangs, que ce soit par tradition, pour saisir des opportunités dans la vie, ou par sentiment du devoir envers la patrie. L'armée et l'économie sont presque synonymes dans la société nord-coréenne, et le gouvernement promeut activement ce qu'il appelle l'unité des soldats et du peuple. Cette fusion entre le militaire et le civil trouve ses racines dans l'histoire de la péninsule coréenne. Le pays avait été utilisé par le Japon pour envahir la Chine à 2 reprises, par les Mongols pour envahir le Japon à 2 reprises, et il avait lui-même été occupé par des puissances étrangères à 2 reprises. La Corée du Nord construisit donc une armée défensive puissante, dans laquelle presque tous les hommes reçurent une formation militaire, et le pays se constitua un vaste arsenal utilisable aussi bien pour l'offensive que pour la défense. Des millions de soldats prêts à mener une guerre de guérilla jusqu'à ce que l'occupation de la Corée du Nord devienne trop coûteuse et que l'ennemi soit contraint de se retirer. Les actions de la Corée du Nord sont, à bien des égards, façonnées par son histoire faite d'invasions étrangères et par la crainte permanente que cette histoire ne se répète. Dès le début, le gouvernement a mis en place un vaste programme de propagande qui imprègne la quasi-totalité de la société nord-coréenne, avec 2 objectifs bien précis. Maintenir le peuple dans le rang et promouvoir l'unité nationale. Concrètement, ce programme transmet un message simple mais puissant à chaque citoyen. Quel que soit ton métier, aussi humble soit-il, tu es un rouage essentiel du pays. Et en retour, le pays veillera sur toi. Ce n'est pas seulement une manière d'empêcher toute rébellion en donnant aux gens un sentiment d'appartenance. C'est aussi une façon de motiver les travailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien commun. Et quand la Corée du Nord manque de terres agricoles suffisantes pour se nourrir, quand elle refuse d'importer assez de nourriture de l'étranger, ce qui mène régulièrement à des famines, la propagande présente cette épreuve comme une souffrance partagée par l'ensemble du peuple nord-coréen, un fardeau collectif
portés ensemble. Cette propagande est absolument omniprésente dans le pays. Des camions équipés de grands haut-parleurs sillonnent les chantiers de construction, les mines de charbon et les grands sites industriels, diffusant en continu de la musique, des informations et des messages de propagande. Bien que j'aimerais vous en dresser un tableau chronologique plus précis, il faut avouer que les sources disponibles sur le sujet restent extrêmement rares. En fait, il n'existe pratiquement qu'un seul ouvrage qui traite en profondeur des expressions artistiques nord-coréennes. Parmi les slogans les plus répandus, on trouve « Mon pays est le meilleur », qui est aussi le titre d'une chanson populaire en Corée du Nord, et « Belle terre de Corée ». Ces formules ornent les flancs des bus, les murs des bâtiments publics, et l'on retrouve ces mêmes thèmes dans une grande partie de l'art, du cinéma et de la littérature nord-coréen, qui se concentrent particulièrement sur la jeunesse. L'héroïsme des jeunes gens et leur contribution à l'avenir de la nation constituent des sujets récurrents et centraux de cette production culturelle. Parmi les formes les plus modernes de cette propagande culturelle, on peut citer le groupe Morabong, très populaire en Corée du Nord, dont les thèmes de prédilection sont la loyauté, le patriotisme, l'armée, la science et la technologie. Il est important de souligner, à ce stade, que les Nord-Coréens ne sont pas fondamentalement différents du reste de l'humanité. Ils vont au travail, font du sport, élèvent leurs enfants, comme partout ailleurs dans le monde. Un boulanger nord-coréen s'inquiète de savoir si son pain va bien lever, exactement comme son homologue de Corée du Sud, d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud. Les barbecues dans les parcs, les chants, les danses et les saunas collectifs sont des loisirs très appréciés en Corée du Nord. Mais revenons à l'évolution du pays sur le plan économique et technologique. Dès les années 1970, la Corée du Nord commence à accuser un retard technologique croissant par rapport au reste du monde, et elle en est parfaitement consciente. Dans les années 60 et 70, elle avait bien tenté de rénover son réseau électrique avec l'aide des soviétiques, moderniser son armée et essayer de mécaniser son secteur agricole. Mais cette dernière tentative s'était soldée par un échec retentissant. Le problème, c'est que la Corée du Nord n'avait tout simplement pas les moyens de financer tout cela. Elle avait donc emprunté massivement. Si massivement qu'en 1975, elle se retrouva dans l'incapacité de rembourser ses dettes et décida purement et simplement de ne jamais les honorer. Après tout, qui pourrait forcer la Corée du Nord à payer ? Mais cette décision eut une conséquence grave. Plus personne ne lui faisait confiance pour lui prêter de l'argent. Il lui fallait donc trouver une nouvelle source de financement. Et l'isolement de la Corée du Nord lui offrait un avantage très précieux, dont peu d'autres pays disposaient à l'époque. Le secret. On ne sait pas exactement quand cela a commencé, mais on pense que dès les années 1980, la Corée du Nord a commencé à exporter des missiles. Au fil des années, ses clients ont compris notamment l'Iran, la Syrie, l'Irak, la Libye, le Nigeria, le Pakistan et l'Égypte. Pendant toute cette période, la Corée du Nord avait été un allié proche de l'Union soviétique. Mais en 1991, l'Union soviétique s'effondre. Résultat, la Corée du Nord perd une large part de l'aide étrangère qu'elle recevait de Moscou, et elle perd également son principal partenaire commercial. Dans le même temps, la Chine n'a plus à craindre que la Corée du Nord ne devienne un État satellite soviétique, et réduit elle aussi le montant de son soutien financier. La Corée du Nord se retrouve donc une nouvelle fois à court d'argent. Comme si cela ne suffisait pas, en 1994, le dirigeant suprême Kim Il-sung décède et est remplacé par son fils, Kim Jong-il. Les années 90 représentent donc un tournant majeur pour le pays. Kim Jong-il hérite d'une nation à l'économie exsangue, frappée de surcroît par une famine terrible. Pour faire face à cette double crise, le nouveau pouvoir adopte une politique inédite, baptisée politique Songun, ce qui signifie littéralement « l'armée en premier ». Selon ce principe, l'économie et l'armée sont placées sur un pied d'égalité, et c'est le secteur militaire qui doit mener la reconstruction nationale. Pour garantir l'indépendance du pays, l'armée entreprend de développer l'arme nucléaire. Et lorsque la Corée du Nord rencontre des difficultés pour produire suffisamment d'électricité dans les années 90, c'est encore l'armée qui prend les choses en main en faisant construire des dizaines de nouveaux barrages sur les nombreux fleuves et rivières du pays.
Si nombreux que, aujourd'hui, l'énergie hydroélectrique représente les 2 tiers de la production électrique nord-coréenne. Parallèlement, la Corée du Nord amorce un relatif assouplissement de sa politique traditionnelle d'autosuffisance et d'isolement, connue sous le nom de Juche. Puisque les terres agricoles du pays ne se prêtent guère à l'agriculture, le gouvernement cherche à renouer des liens diplomatiques avec d'autres nations. En 1994, la Corée du Nord accepte de suspendre son programme nucléaire militaire en échange de la construction de 2 réacteurs nucléaires civils, réalisés principalement par des entreprises sud-coréennes. En 1999, elle suspend les essais de missiles à longue portée, diminue sa rhétorique belliqueuse, cesse ses incursions dans la zone démilitarisée, et en 2000, les dirigeants des 2 Corées se rencontrent pour discuter des premières étapes d'une éventuelle réunification. Les relations entre la Corée du Nord et plusieurs pays d'Europe et d'Asie s'améliorent sensiblement. Mais malgré ces avancées diplomatiques, la Corée du Nord ne reçoit pas l'aide financière et économique qu'elle espérait probablement obtenir. Les entreprises refusent d'investir dans un pays dont les lois sont imprévisibles et arbitraires. Les États étrangers ne consentent à fournir qu'une aide alimentaire ponctuelle, et le monde des affaires ne considère pas la Corée du Nord comme un partenaire commercial stable et fiable. Ces efforts d'ouverture s'avèrent beaucoup trop insuffisants, et les relations se dégradent rapidement. La Corée du Nord se montre de plus en plus réticente à démanteler son programme nucléaire, et le président des États-Unis qualifie publiquement le pays d'axe du mal. En 2003, la Corée du Nord se retire officiellement du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et poursuit le développement de l'arme atomique au nom de la légitime défense. Le raisonnement est simple et brutal. Si vous possédez une bombe capable de rayer des villes entières de la carte, les gens réfléchissent à 2 fois avant de vous envahir. En 2006, le pays procède à des essais nucléaires souterrains, et il est désormais largement admis qu'à partir de ce moment, la Corée du Nord dispose bel et bien de bombes nucléaires opérationnelles. Le pays referme alors les portes qu'il avait entrebâillées et retourne à sa politique d'isolement. De son point de vue, il n'y a que très peu à gagner dans les échanges avec le monde extérieur, tandis que l'ouverture représente un risque réel, celui de voir s'allumer des foyers d'instabilité interne semblables à ceux qui avaient contribué à l'effondrement de l'Union soviétique. La Corée du Nord peut sembler, de l'extérieur, comme une nation qui s'ouvre de manière arbitraire au monde, pour aussitôt rompre toutes les. Mais la perspective nord-coréenne est avant tout une perspective de peur et de méfiance profonde. Pyongyang sait très bien que la Corée du Sud, le Japon, l'Europe ou les États-Unis ne rêvent que d'une chose: voir la Corée du Nord absorbée dans une Corée réunifiée sous la direction du gouvernement sudiste, exactement comme l'Allemagne réunifiée a été dominée par l'Allemagne de l'Ouest. Les dirigeants nord-coréens savent qu'ils jonglent en permanence entre une population affamée et les maigres ressources dont ils disposent. Et ils n'ont aucune envie de finir comme l'Union soviétique, cette puissance qui a libéralisé son économie, qui s'est désintégrée et dont la Russie n'est plus aujourd'hui qu'une ombre de ce qu'elle fut, pendant que l'Union européenne et les États-Unis attirent dans leur orbite les anciens territoires soviétiques et qu'une Chine revigorée manœuvre pour s'imposer en Asie centrale, une région qui était pourtant dans la sphère d'influence russe depuis des siècles. Dans un monde où les armes nucléaires découragent les invasions, où le libéralisme invite à la rébellion et où le pouvoir repose sur la solidité de l'économie, la Corée du Nord se méfie viscéralement de quiconque pourrait perturber l'équilibre fragile que ses dirigeants ont construit. La Corée du Nord n'est pas cet acteur irrationnel sur la scène mondiale qu'on se plaît souvent à dépeindre. Pas du tout. Le gouvernement nord-coréen est rongé par la peur de son propre peuple, qui pourrait se soulever, la peur de ses alliés, qui pourraient installer un nouveau régime, et la peur de ses ennemis, qui pourraient réunifier la péninsule sous l'autorité du Sud, un Sud qui devenait de plus en plus puissant. Mais pendant que la Corée du Nord digérait tant bien que mal les conséquences de l'effondrement soviétique, la Corée du Sud, elle, faisait face à ses propres démons, et notamment à la question de la démocratie. Car même si des élections avaient lieu au Sud, elles étaient loin d'être libres et équitables. À mesure que la popularité du président Park Chung-hee déclinait, ces méthodes devenaient de plus en plus autoritaires. En 1972, le gouvernement a déclaré la loi martiale, modifié la Constitution pour conférer au président un pouvoir de gouverner par décret,
et rendu pratiquement impossible la candidature de tout rival à la présidence. En 1978, Park a été réélu, sans surprise, puisque personne d'autre n'avait le droit de se présenter contre lui. Cette situation a fini par déclencher des protestations populaires. Lorsque le président a voulu recourir à des méthodes de plus en plus violentes pour écraser ses mouvements, il a été assassiné par ses propres services de sécurité en 1979. Une nouvelle dictature militaire a alors pris le contrôle du gouvernement sud-coréen, multipliant les mesures autoritaires pour asseoir son pouvoir. Les universités ont été fermées, les activités politiques interdites et la liberté de la presse encore davantage muselée. Mais ces mesures ont provoqué une grande manifestation étudiante dans le sud de la Corée du Sud, rapidement rejointe par les travailleurs. Ce soulèvement a été brutalement réprimé. Des parachutistes ont été envoyés pour prendre le relais de la police. L'armée était désormais utilisée contre ses propres citoyens. Pourtant, soutenu par l'opposition politique, ce mouvement de protestation a contribué à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour le pays et a finalement conduit à la démission du dictateur. Avec cette nouvelle constitution, l'Assemblée nationale a obtenu davantage de pouvoir, la présidence en a perdu et la Cour suprême a pu nommer ses propres juges sans intervention du gouvernement. Mais pour la grande majorité des Coréens, ce n'était pas suffisant. Les manifestants réclamant plus de démocratie revenaient périodiquement dans les rues. Et ces protestations ont fini par porter leurs fruits. En 1987, lorsqu'un nouvel homme a été désigné pour accéder à la présidence, il avait tellement peur des manifestants qu'il a accepté d'organiser des élections et a fait campagne en promettant davantage de liberté au peuple sud-coréen. Une fois élu, son gouvernement a adopté une nouvelle constitution qui accordait plus de droits aux citoyens et permettait l'élection du président au suffrage universel direct, remplaçant ainsi le système de grand électeur. Dans les années 90, la démocratie sud-coréenne avait atteint un niveau de maturité tel que 2 anciens présidents ont été mis en examen pour corruption, des milliers de prisonniers politiques ont été libérés, et les condamnations pénales prononcées contre des militants pro-démocratie ont été effacées. Si vous êtes quelqu'un qui aspire à vivre en démocratie, mais que vous vivez dans un pays gouverné par un dictateur, dans un pays où la démocratie est en train d'être grignotée, ou dans un pays qui lutte encore pour y accéder, alors il n'existe presque pas de meilleur exemple à suivre que celui de la Corée du Sud. Dictateur après dictateur, manifestation après manifestation, mort après mort, le peuple sud-coréen s'est dressé en exemple pour tous ceux qui aspirent à la démocratie. Le chemin de la dictature vers la démocratie a pris des décennies, et aujourd'hui encore, les Sud-Coréens descendent dans la rue pour défendre et préserver la démocratie qu'ils ont construite de leurs propres mains. Ils n'ont jamais cessé de protester, jamais cessé d'exiger la fin de la corruption, jamais cessé de se battre pour leur droit de vote. Si vous cherchez une source d'inspiration pour démocratiser votre pays, je vous recommande vivement de vous tourner vers l'histoire de la Corée du Sud. Tout au long des années 90, les citoyens sud-coréens ont conquis de nouvelles libertés, à mesure que différentes formes d'oppression ont été levées. Les femmes, notamment, ont mené des campagnes pour obtenir l'égalité juridique complète et ont remporté des avancées importantes. De nouveaux droits sur la propriété, le droit d'être enregistré en tant que chef de famille dans le nouveau registre familial, entré en vigueur en 2008, l'égalité en matière de divorce et une meilleure reconnaissance juridique dans les affaires de garde d'enfants. Mais les années 90 ont aussi été marquées par un bouleversement économique majeur. En 1997, la crise financière asiatique a frappé la Corée du Sud de plein fouet. Les banques avaient massivement investi dans les grandes entreprises familiales, les chaebol, dans l'espoir de créer des géants capables de rivaliser sur la scène mondiale. Mais en 1997, une quantité colossale d'argent avait été prêtée. La plupart de ces prêts ne généraient aucun bénéfice et cette dette abyssale a entraîné des faillites en cascade à travers tout le pays. La croissance fulgurante de l'économie sud-coréenne avait pris fin. La Corée du Sud était devenue un pays développé et en tant que tel, elle ne pouvait plus compter sur l'adoption de technologies de pointe pour propulser son économie en avant, puisqu'elle avait déjà intégré tout ce qui existait de plus avancé. Au même moment, un vaste scandale de corruption a sérieusement terni la réputation du pays comme destination pour les affaires.
Le gouvernement sud-coréen s'est donc lancé dans une restructuration profonde de son économie. La Corée du Sud a abandonné le capitalisme d'État, inspiré du modèle japonais, pour adopter le capitalisme néolibéral à l'américaine. Et une fois de plus, elle est allée plus loin que son modèle, au point où c'est aujourd'hui la Corée du Sud qui fait la leçon aux États-Unis sur les vertus du libre-échange et qui les fustige pour avoir déréglementé leur marché financier et du travail. L'objectif était de rendre le pays plus attractif pour les entreprises. Avant ces réformes, par exemple, ouvrir une usine en Corée du Sud nécessitait 299 autorisations différentes ou la capacité à corrompre les fonctionnaires pour obtenir les permissions nécessaires. Cette bureaucratie a été drastiquement allégée pour faciliter la création d'entreprises. Les grandes sociétés ont été contraintes à davantage de transparence en matière de reporting financier, de gouvernance d'entreprise et de stabilisation de leurs dettes afin d'éviter de nouveaux scandales. Parallèlement, le gouvernement a réduit son emprise sur le monde des affaires, en particulier sur les chaebols, ces grandes conglomérats familiaux. Mais alors que l'État se retirait des affaires, les entreprises, elles, se rapprochaient de l'État. En 1988, le président de Hyundai Heavy Industries, une composante d'un chaebol, a été élu à l'Assemblée nationale de Corée du Sud. D'autres dirigeants du monde des affaires ont rapidement suivi son exemple, rejoignant à leur tour l'Assemblée nationale, réduisant toujours davantage la frontière entre le monde économique et le pouvoir politique. Et au fil du temps, les grandes corporations ont gagné une influence de plus en plus considérable sur la vie politique sud-coréenne. Une partie de ce phénomène s'explique par la nature même du système économique néolibéral qui ouvre grand les portes de la politique nationale aux individus les plus riches et les plus influents. Mais il faut aussi prendre en compte la taille colossale et la richesse démesurée des chaebols en Corée du Sud. Pour mesurer concrètement l'étendue de leur puissance, voici quelques exemples parlants. Samsung, à lui seul, représente 20% de l'ensemble des exportations sud-coréennes. 20%, c'est considérable. Et lorsque le président Lee Myung-bak est entré en fonction, l'une de ses premières décisions a été de gracier plusieurs grands patrons poursuivis pour évasion fiscale. Parmi eux, Lee Kun-hee, le président du groupe Samsung, Choi Tae-won du groupe SK, Chung Mong-koo de Hyundai, Kim Sung-yoon de Hanwha et Shin Dong-bin de Lotte. En d'autres termes, ces hommes et leurs empires industriels étaient devenus plus forts que la loi elle-même. On peut aussi citer le groupe Hanbo, qui avait soudoyé des hommes politiques pour décrocher de juteux contrats publics au détriment de ses concurrents. La liste des scandales de corruption en Corée du Sud est pratiquement sans fin. Le scandale retentissant qui a éclaboussé la présidente en 2016 n'avait rien d'exceptionnel, c'était simplement le dernier en date d'une longue série. En réalité, la Corée du Sud connaît régulièrement, tous les quelques années, un scandale politique majeur impliquant des hauts responsables. Corruption, manipulation d'élections, surveillance illégale des citoyens, et bien d'autres affaires qu'il serait impossible de toutes détailler ici. Et même si ces grandes entreprises souhaitaient sincèrement se tenir à l'écart de la politique, leur taille gigantesque fait que chacun de leurs mouvements peut provoquer des tremblements dans l'ensemble de l'économie nationale. Certes, les États-Unis d'Amérique connaissent eux aussi une influence croissante des grandes entreprises sur la vie politique. Mais les sociétés sud-coréennes sont proportionnellement à la taille de leur économie nationale bien plus imposantes que leurs homologues américaines, et donc bien plus puissantes sur l'échiquier politique. Une fois encore, les Coréens se révèlent plus habiles que le pays dont ils se sont inspirés pour bâtir leur propre système. Et la Corée du Sud devra continuer à composer avec cette réalité. L'influence de ces mastodontes industriels sur la société est un défi qui ne disparaîtra pas de sitôt. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays d'une modernité impressionnante, mondialement reconnu pour son design d'avant-garde, la qualité supérieure de ses produits et sa maîtrise technologique. Mais elle est aussi célèbre pour autre chose, la K-pop. Et la place qu'occupe la K-pop en Corée du Sud est tout à fait particulière. Car la K-pop, ce n'est pas que de la musique. La K-pop est une arme géopolitique soigneusement développée par le gouvernement pour rayonner à travers le monde entier. Voici comment tout cela a commencé. Après la crise financière asiatique de la fin des années 90, la croissance économique sud-coréenne a ralenti
pour se rapprocher des niveaux habituels des autres économies développées. La Corée du Sud s'est donc mise en quête d'un nouveau type de produit à exporter vers le reste du monde, et elle l'a trouvé dans sa propre culture si singulière. Jusqu'aux années 80, la censure était omniprésente en Corée du Sud. Il n'existait par exemple que 2 chaînes de diffusion qui contrôlaient entièrement ce que les Sud-Coréens pouvaient écouter. Mais en 1987, dans le sillage de la démocratisation du pays, ces censures ont été levées et une vague de nouvelles musiques a déferlé depuis l'étranger. Rock, musique indépendante, pop. Si vous cherchez les grandes entreprises médiatiques sud-coréennes les plus connues, vous constaterez que bon nombre d'entre elles ont été fondées peu après la levée de la censure. Dans les années 90, le gouvernement a observé ces nouvelles formes de culture coréenne qui fleurissaient partout et a décidé qu'il était temps de les vendre au reste du monde. La raison était évidente. Hollywood ou les animés japonais rapportent des milliards chaque année. Mais l'enjeu dépassait largement la seule question de l'argent. La Corée du Sud voulait aussi changer l'image qu'elle renvoyait au monde. Car jusqu'aux années 90, la plupart des gens associaient la Corée du Sud à la crise financière asiatique, à la dictature, à la Corée du Nord, à la répression violente, à la guerre de Corée et à la pauvreté. Désormais, la Corée du Sud voulait se présenter comme un pays moderne, prospère, libre, un pays à part entière dans le concert des nations développées. En résumé, la Corée du Sud cherchait à devenir, aux yeux du monde, la meilleure Corée. Mais pour vendre à l'étranger, encore faut-il connaître l'étranger. La première règle du marketing, c'est de connaître son client. Or, pendant des décennies, les Sud-Coréens n'avaient pas le droit de voyager librement à l'extérieur de leur pays. C'est seulement au début des années 90 que le gouvernement a finalement levé cette interdiction de voyager. Et la population sud-coréenne, dont le niveau de vie n'avait cessé de grimper depuis les années 60, a mis à profit cette liberté nouvelle pour partir à la découverte du monde. Elle s'est rendue en Europe et en Amérique du Nord, tantôt comme touriste pour visiter, tantôt comme étudiant pour apprendre, tantôt comme salarié pour entamer une carrière. Et après quelques années, beaucoup de ces jeunes Sud-Coréens qui avaient vécu, étudié et travaillé dans des sociétés occidentales sont rentrés chez eux. Ils rapportaient dans leur bagage de nouvelles façons de concevoir les affaires, de nouveaux modes d'innovation et de nouvelles manières d'envisager les arts. Que font de jeunes gens bourrés d'expériences, de compétences et de perspectives inédites ? Beaucoup ont créé un nouveau type d'art coréen, de la musique, des films, des séries télévisées, des jeux vidéo. Et le premier produit culturel coréen à connaître le succès à l'étranger, ce sont les dramas coréens, les K-dramas. Conçus à l'origine pour le marché intérieur, ils ont rapidement traversé les frontières pour conquérir d'autres pays d'Asie de l'Est, comme le Japon, la Chine et Taïwan, où ils ont trouvé un public enthousiaste au début des années 2000. Ces pays partagent avec la Corée du Sud des points culturels communs, ce qui permet aux téléspectateurs est-asiatiques de se retrouver dans les références traditionnelles des dramas coréens. Un exemple de ces éléments culturels partagés est le concept de chunse, que l'on pourrait traduire par le gentleman supérieur, un idéal masculin qui incarne la quête de la perfection et de l'accomplissement de soi, mêlant altruisme et autonomie. Cet idéal prend souvent les traits d'un dirigeant, d'un mari ou d'un frère aîné exemplaire. Et pour quelqu'un qui vit en Asie de l'Est et commence à en avoir assez des productions hollywoodiennes, découvrir des contenus qui résonnent avec sa propre culture, dans lesquels il peut se reconnaître et qui affichent une qualité de production élevée, c'est une vraie bouffée d'air frais. Le gouvernement a alors utilisé des festivals culturels pour mettre en scène la culture coréenne, lancé des campagnes de relations publiques pour promouvoir l'identité unique de la Corée du Sud et soutenu les entreprises du secteur du divertissement en simplifiant les conditions d'exercice de leur activité. Ce mouvement de diffusion de la culture coréenne à travers le monde a pris le nom de vague coréenne ou Hallyu, et cette vague coréenne a été soigneusement orchestrée par l'Institut de recherche Samsung, selon une logique en 4 temps. D'abord, susciter un engouement pour la culture coréenne. Ensuite, amener les gens à acheter des produits culturels coréens.
puis les inciter à acquérir d'autres produits coréens comme les cosmétiques ou l'alimentation. Et enfin, créer une image durablement favorable de la Corée du Sud dans l'esprit du monde entier. Et si vous découvrez tout cela pour la première fois, vous reconnaîtrez peut-être certaines de ces étapes dans votre propre parcours. Le narrateur de cette vidéo l'a lui-même vécu. Il a découvert Gangnam Style en 2012, s'est mis à écouter davantage de K-pop en 2013, a acheté des cosmétiques coréens en 2014, et lorsqu'il a eu une supérieure hiérarchique sud-coréenne en 2016, il avait déjà une image tellement positive de la Corée du Sud qu'il lui posait activement des questions sur sa culture. Et aujourd'hui, il réalise cette vidéo sur la Corée, perpétuant ainsi le cycle à son tour. Les produits culturels sud-coréens gagnent chaque jour un peu plus de terrain dans le monde. Plus de restaurants coréens, de plus en plus d'apprenants de la langue coréenne, de plus en plus de voyageurs qui choisissent la Corée du Sud comme destination. L'essor de la culture coréenne, de la K-pop au K-drama en passant par la cuisine coréenne, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une stratégie minutieusement conçue pour répandre la culture coréenne aux quatre coins du monde, au service des intérêts de la Corée du Sud. Et la K-pop, plus particulièrement, a joué le rôle d'une porte d'entrée, d'un premier contact destiné à éveiller la curiosité des étrangers et à les attirer vers l'univers coréen dans son ensemble. Tout a commencé avec un groupe appelé Seo Taiji and Boys dans les années 90, avec leur chanson I Know, qui fusionnait la pop américaine avec la culture sud-coréenne. Entre 1995 et 1998, 3 grands studios ont été fondés pour cultiver ce qui allait devenir les fameux groupes d'idoles. SM Entertainment, JYP Entertainment et YG Entertainment. Le premier de ces groupes d'idoles fabriqués sur mesure fut HOT, créé en 1996 en rassemblant 5 chanteurs et danseurs que les producteurs estimaient incarner exactement ce que les adolescents voulaient voir dans un groupe pop moderne. C'est de là qu'est né le K-pop tel qu'on le connaît aujourd'hui. Des performances d'une qualité exceptionnelle, une chorégraphie millimétrée, une esthétique irréprochable et une production en série qui génère des tubes à la chaîne. Et au fil des décennies, le K-pop est resté très strictement organisé selon le genre. Les groupes sont composés soit exclusivement d'hommes, soit exclusivement de femmes. Les groupes masculins abordent des thèmes très variés, tandis que les groupes féminins gravitent généralement autour de 3 axes. La lycéenne timide qui chante son premier amour, la femme en quête d'une figure masculine plus forte et plus mûre pour combler ses désirs, et enfin, la femme qui revendique son indépendance et rejette le regard masculin. Cette culture médiatique a même réussi à s'infiltrer en Corée du Nord. La vie sud-coréenne idéalisée, telle qu'elle est représentée dans les séries télévisées, la musique et les films du Sud, a joué un rôle déterminant dans la décision de la quasi-totalité des réfugiés nord-coréens récents de fuir leur pays. Le gouvernement nord-coréen perçoit les médias sud-coréens comme une menace dangereuse pour sa stabilité. Être surpris en possession de médias étrangers constitue déjà un crime grave. Mais être surpris avec des médias spécifiquement sud-coréens, c'est une toute autre histoire. Les conséquences peuvent être extrêmement sévères. Et pourtant, de nombreux Nord-Coréens continuent de regarder ces contenus interdits, mais toujours à faible volume et avec un œil sur la porte, prêts à cacher leur matériel au moindre signe d'un inspecteur. Des réfugiés nord-coréens témoignent même que certains mariages se déroulent en 2 temps, une cérémonie officielle avec les chansons approuvées par le gouvernement et une célébration secrète qui intègre des rituels empruntés aux médias sud-coréens. Et au fur et à mesure que les supports de stockage numérique sont devenus de plus en plus petits, de la cassette vidéo au disque numérique polyvalent puis à la clé mémoire, il est devenu de plus en plus facile de les faire passer clandestinement en Corée du Nord. Résultat, les médias étrangers se répandent de façon croissante dans tout le pays. Même si la Corée du Nord dispose de nombreuses centrales hydroélectriques, les coupures de courant restent fréquentes, ce qui complique la consommation de ces contenus. Mais heureusement pour les Nord-Coréens, le coût des panneaux solaires a considérablement baissé et on estime qu'aujourd'hui, environ 55% des foyers nord-coréens utilisent des panneaux solaires pour produire leur propre électricité.
Avec la mort de Kim Jong-il en 2011, la vie quotidienne de la majorité des Nord-Coréens ordinaires s'est globalement améliorée. Son fils Kim Jong-un lui a succédé à la tête du pays et sous sa direction, l'économie a connu certaines réformes visant à la rendre plus efficace. Il a toujours existé un marché noir très actif en Corée du Nord où les gens échangeaient des biens en dehors de tout contrôle étatique. Mais dans les années 2010, le gouvernement a commencé à légaliser de plus en plus de ces activités informelles. Par exemple, alors qu'auparavant les agriculteurs étaient obligés de remettre tout leur surplus alimentaire à l'État, ils ont désormais le droit de vendre une petite partie de leur récolte sur un marché ouvert où ils peuvent fixer leur propre prix. Cela stimule naturellement la productivité. Si produire davantage de nourriture permet de gagner plus, les paysans sont incités à trouver de nouvelles façons d'augmenter leur rendement. Le gouvernement nord-coréen est également devenu moins isolationniste et moins belliqueux au cours du XXIe siècle. Pour s'en convaincre, rappelons que ses agents avaient fait exploser une délégation sud-coréenne en Birmanie en 1983, tuant plusieurs membres du gouvernement. En 1987, ils avaient abattu un avion de ligne sud-coréen. De tels actes n'ont plus été commis depuis. Le régime de Kim Jong-un a dû faire face aux sanctions internationales imposées contre son pays, des sanctions qui ont démarré avec les États-Unis dans les années 50, s'étendant à l'Union européenne dans les années 2000, puis à la majeure partie du monde dans les années 2010. La Corée du Nord n'avait jamais beaucoup commercé avec l'extérieur, mais elle entretenait quelques relations commerciales lui permettant de vendre ses vastes ressources naturelles et ses produits bon marché à l'étranger. Alors, face à toutes ces sanctions, qu'a fait Pyongyang ? La même chose que presque tous les pays sanctionnés, elle les a contournés. Mais comment ? La Corée du Nord a su exploiter les peurs de la Chine. En particulier, la crainte que si le régime nord-coréen s'effondrait, des millions de réfugiés pourraient déferler sur le territoire chinois, que les armes nucléaires développées par Pyongyang pourraient tomber entre les mains de seigneurs de guerre locaux susceptibles de s'en servir pour faire chanter la Chine en menaçant de détruire plusieurs villes chinoises, et enfin, que la Corée du Nord pourrait se réunifier avec le Sud pour former une nation capitaliste pro-américaine aux portes de la Chine. C'est pourquoi Pékin continue de commercer avec Pyongyang malgré les sanctions officiellement imposées. Et la Corée du Nord continue également d'accéder au commerce mondial à travers la Chine. Comme la main-d'œuvre nord-coréenne est extrêmement bon marché, de nombreuses entreprises chinoises achètent volontiers des produits nord-coréens, des vêtements notamment, y apposent l'étiquette « fabriqué en Chine » et les revendent au reste du monde avec une belle marge bénéficiaire. Il est tout à fait possible que certains d'entre vous portent en ce moment même des vêtements fabriqués en Corée du Nord. Par cette politique, la Corée du Nord s'est retrouvée, une fois de plus, dans l'obligation de s'arrimer à un voisin plus grand et plus puissant, cette fois-ci, la République populaire de Chine. Avec tout ce que nous avons évoqué sur les barrages hydroélectriques, les armes nucléaires et l'industrie lourde, il serait utile de s'arrêter un instant sur l'éducation en Corée du Nord. Et c'est là que la réalité réserve quelques surprises. L'éducation a toujours occupé une place importante dans la société nord-coréenne. Malgré les famines et la pauvreté persistante, le niveau d'instruction de la population est supérieur à celui de la plupart des autres pays en développement. Pendant la majeure partie de son histoire, le pays a rendu la scolarisation obligatoire pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 11 ans et de nombreux Nord-Coréens sont formés comme ingénieurs, physiciens nucléaires ou spécialistes dans d'autres métiers hautement qualifiés. Il serait donc tout à fait erroné de considérer les Nord-Coréens comme des gens ignorants et naïfs qui ne sauraient rien de ce qui se passe dans leur pays ni dans le monde. En réalité, beaucoup d'entre eux regardent ou écoutent des médias sud-coréens, nombreux sont ceux qui vivent et travaillent en Chine, et beaucoup reçoivent des informations sur l'extérieur par diverses voies. Aussi isolé soit-il du reste du monde, ce pays est peuplé d'êtres humains qui ne sont en rien différents de nous. Si nous sommes capables de percevoir les mensonges que nous servent nos propres hommes politiques, ils sont tout aussi capables de déceler ceux que leur répètent les leurs. Il serait profondément injuste de les croire incapables d'une telle lucidité. La prochaine vidéo portera sur l'Inde après l'indépendance, un chapitre fascinant qui réserve bien des surprises. Et pour la vidéo suivante, c'est vous qui décidez du sujet grâce au sondage disponible dans la description. Alors n'hésitez pas à vous exprimer et à faire entendre votre voix.